Bonjour à toutes et tous. Oui, alors aujourd'hui nous arrivons à un temps important de conclusion d'un travail qui s'est engagé fin 2017, Anne-Marie déjà. Ah oui, 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 et qui s'est vraiment ça fait un peu de concrétisé à temps. partir de 2018. C'était bon, à l'initiative du plan urbanisme construction architecture qui nous avait sollicité et dans lesquels voilà, l'Eurométropole, vieux partenaire du PUCA, avait répondu présente. Et puis également, c'est un travail, je le souligne, Clément le souligner, qui s'inscrit depuis maintenant dans un partenariat de longue durée avec le laboratoire AMUP de l'ENSAS et de l'INSA. Voilà, nous travaillons ensemble et également le LIV qui nous accompagne et qui permet, comme le disait Anne-Marie, de croiser les regards et puis surtout de faire le pas de côté qui nous manque souvent quand on est pris par l'urgence, par l'action quotidienne. Alors, pour l'Eurométropole, cette démarche de recherche-action qui a mobilisé avec l'équipe du PUCA, ça j'insiste, parce qu'il y a une véritable animation côté Paris qui a permis également avec un conseil scientifique très mobilisé, nous a permis de nous accompagner avec 15 métropoles, les métropoles françaises. Et c'était l'occasion d'explorer les dynamiques territoriales, les politiques publiques et les jeux d'acteurs à travers des regards d'experts, comme ça a déjà été dit. Donc cette démarche ici, ça a surtout été l'occasion pour tous ceux qui y ont participé de s'entendre les uns les autres, de découvrir que nous travaillons sur des sujets différemment, mais avec nos questions. Et puis c'est surtout à travers un travail particulièrement intéressant d'interview et d'ateliers de procéder à des expressions politiques et techniques qu'on n'a jamais le temps vraiment de réaliser dans le cadre de nos politiques publiques. Donc ce travail de recueil de matière, de construction d'une matière à de la recherche urbaine a été essentiel dans cette démarche. Alors là, comme Frédéric l'a dit, le PUCA nous avait posé aux métropoles comment gérez-vous votre relation aux autres? Alors les autres, ça sous-entendait que l'échelle territoriale des métropoles n'était pas toujours adaptée, les compétences pas forcément non plus, et qu'il fallait, on va dire, organiser une gouvernance à travers des projets ou des démarches. Et donc, c'est un peu la question qui se posait, c'est qui les autres? Alors, les autres, c'est autant peut-être ceux qui sont à l'extérieur de nos périmètres, donc qui nous posent la question des échelles, mais aussi c'est peut-être même à l'intérieur de nos périmètres, ceux avec qui on ne fait pas forcément on va dire, nos politiques et qui méritent et qui sont des acteurs essentiels du développement. Et donc, à Strasbourg, à la différence d'autres métropoles, on n'a pas choisi un projet particulier, comme d'autres, ou une politique. On a plutôt choisi une fonction et une fonction territoire, qui était la question fluviale, la question portuaire. Et ça nous a permis de nous intéresser à une fonction métropolitaine essentielle pour le territoire, qui se joue à trois échelles, locale, agglomération métropolitaine et régionale, et que ça nous a permis de vraiment mieux comprendre ce que certains appellent les métabolismes de ce territoire et de cette fonction. Euh, donc le travail, je parlais de ce travail qui a permis de réaliser, de collecter de l'info nouvelle que nous n'avions pas, et puis aussi de réaliser, faire ce pas de côté qui est nécessaire et salutaire pour nous découvrir à l'occasion d'échanges réguliers. Peut-être la période Covid nous a un petit peu contrariés dans la dynamique qui avait réussi à se mettre en place en 2019. Mais je crois qu'on a repris, on a bien repris l'élan en 2021 et 2022. Alors ces regards qui ont été posés nous ont permis de bien comprendre les articulations d'échelle qui se jouent, les temps qui se jouent aussi dans nos différentes politiques, et puis également les zones d'ombre, ce qui n'est pas pris en charge par nos politiques. Ça, c'est tout aussi important de repérer les creux dans nos échanges. Mais je laisserai Frédéric Frozano présenter les contenus dans le détail et surtout le programme de la journée. Et j'aimerais juste terminer sur 3 points importants qui ont émergé dans ce travail. Mais Anne-Marie m'a déjà spoilé. Le temps de la recherche qui permet de comprendre et de formuler des questions, c'est un temps un peu long, qui nécessite de poser les choses et qui n'est pas toujours le nôtre. Et puis la recherche urbaine, ça c'est un message plutôt aux institutions universitaires. Ça ne peut pas s'accommoder d'un coup et c'est un travail qui doit être continu et obstiné. Donc en fait, quand on a la chance d'avoir 2 écoles d'architecture et des instituts, une belle université comme Strasbourg, il faut vraiment qu'on arrive à instituer ce travail de recherche urbaine dans la durée. Et c'est bon, en grande partie, on est un peu aidé grâce au ministère.
Deuxième point, c'est que, et Anne-Marie m'a encore spoilé, nous avons besoin de croiser le regard et de décloisonner les disciplines pour enrichir les points de vue. Alors ça se passe bien évidemment entre nous, entre techniciens, entre élus, mais aussi de manière chez les universitaires, où souvent les questions de discipline peuvent parfois finalement comment dire, moins enrichir les points de vue que si quand on le fait de manière croisée. Et puis, alors ça c'est plus moi personnellement cette fois-ci, c'est cette question de très attachée à la question des représentations et de notre capacité également à rendre compte et à nous expliquer avec des mots simples et des formats différents, multiples, de valoriser du métropolitain fluvial et portuaire réalisé. Et la carte est un outil merveilleux également pour parler du territoire. C'est pas au géographe que je vais l'apprendre. Voilà, pour finir, je voulais remercier quand même les chevilles ouvrières de cette journée et du travail. Alors j'en oubliais, mais voilà, les trois principaux, donc Frédéric Rossano, Bruno Stanier et Lionel Debus, qui ont vraiment participé à cette réunion, mais tous ceux également qu'ils ont réussi à embarquer dans cette aventure. Ils sont devant moi là. Et puis remercier également tous ceux qui nous ont rejoints pour cette journée, qui viennent d'autres coins d'Europe et de France et qui vont venir participer à cette table ronde et enrichir également notre regard sur le territoire. Voilà, très bonne journée de travail. Et puis, merci pour ce temps consacré. Merci beaucoup, Eric. Bien, donc je vais en ouverture vous présenter, vous faire un petit peu un rapport de travail. Finalement, qu'avons-nous fait, où en sommes-nous, qu'avons-nous fait pendant ces 3 ans. Enfin, Eric nous rappelait, un peu douloureux, que ces 3 ans se sont transformés en 4 ans et demi. Donc d'abord, je vous souhaite la bienvenue avec mes collègues. Donc mon collègue Bruno Stenner de l'INSA, mon collègue Antoine Bayer du laboratoire MRTE, donc en logistique, spécialisé en logistique, et mon collègue Jean-Alain Hérault, professeur émérite au laboratoire Beta et président de l'association de Prospective Rhénane. Avec le LIVE, donc également le laboratoire LIVE, nous avons engagé et mené cette recherche sur une durée donc d'environ 4 ans. Et nous nous sommes posé donc cette question de la métropole portuaire. Alors pourquoi à Strasbourg pourrait-on parler ou pourrait-on aborder la métropolisation par la question portuaire? Je dirais, à premier abord, ça pourrait paraître incongru si on considère le port de Strasbourg comme une zone industrielle, finalement, de se dire en quoi est-ce qu'elle est relationnelle, en quoi est-ce qu'elle est ouverte. C'est encore plus incongru si on la considère comme un périmètre hermétique, donc comme une ZI ou une ZA, ou comme une zone frontière qui est finalement, on l'a vu, assez mal connue des Strasbourgeois. D'autre part, ça paraît justement évident d'aborder la métropolisation par la question portuaire. D'abord parce que l'Eurométropole de Strasbourg, elle se veut rhénane, elle se veut fluviale, parce qu'elle est installée historiquement à la confluence de 3 cours d'eau, d'un fleuve et de 2 grandes rivières, parce qu'elle a des ports qui forment l'interface justement avec les autres, ces autres sur lesquels le programme POPSU nous interrogeait. Et quand je dis les autres, c'est les autres d'Outre-Rhin, les autres d'Outre-Vosges, les autres, tous les territoires qui composent le bassin de vie strasbourgeois, et puis les autres, le monde entier, c'est-à-dire le monde entier auquel nous sommes reliés via le Rhin, vers la mer du Nord et vers tout le réseau de frais ferroviaires d'Europe. Donc c'est un parallèle forcément riche entre 2 ensembles, métropole et port, qui ne se définissent pas par leur périmètre, justement, mais plutôt par leur capacité à mettre les choses et les gens en relation. Alors nous avons appelé ça le portulan. Mon collègue Bruno Stanier est venu un jour avec cette idée. Voilà, le portulan, c'est le concept qu'il nous faut. Le portulan, pourquoi? C'était en fait une sorte de guide de navigation pour les marins du XIIIe siècle, les marins italiens. Et c'était pas seulement une carte. Et c'est pour ça que ce concept-là nous intéresse, parce qu'on s'est dit évidemment, la carte va être un outil important dans notre travail, mais on aimerait aussi faire parler les textes, faire parler les gens surtout, faire parler les acteurs, faire parler les institutions. Donc construire un guide pour naviguer dans ces eaux complexes de la métropole portuaire, mais qui ne soit pas uniquement un guide cartographique, qui soit un guide fait de nombreux outils, d'évocation, de choses très, très subjectives et de choses très objectives. Dans cette association d'outils, nous avons aussi donc toujours tenu à récolter les savoirs et à essayer de comprendre les positions. Il y a des positions affirmées, tranchées, des fois compatibles, des fois difficilement compatibles autour de la question portuaire et de son développement dans la métropole. Donc nous avons travaillé par une succession de séminaires et par un jeu d'aller-retour justement entre les acteurs, évidemment l'Eurométropole étant notre interlocuteur principal et structurant, mais aussi d'aller nous adresser à tous les acteurs de la vie portuaire.
portuaire. Donc d'écouter et de maintenir les échanges, ça n'a pas toujours été évident. On le voit ici où d'abord il a fallu échanger masqué pendant pas mal de temps. On a essayé quelques dispositifs aussi. On a mis notre collègue Antoine qui était à Paris sur une chaise pour qu'il soit un peu à hauteur d'homme. Voilà, donc on a improvisé et puis on a un peu pris de retard, mais on arrive donc au bout de 4 ans finalement à la fin de ce programme triennal. Et ce programme qui donc a démarré par une série de séminaires qui ont ponctué notre recherche et qui l'ont nourri. Donc un premier séminaire qui nous a permis d'abord d'identifier un peu les enjeux névralgiques du port de Strasbourg, quels étaient ces grands enjeux, et de cerner les grandes tendances et les options stratégiques d'une construction métropolitaine qui serait justement adossée à cette dimension portuaire. Ce premier séminaire nous a permis aussi de discuter, de définir nos périmètres d'exploration, plusieurs périmètres, puisque comme Eric Chanderowski et Anne-Marie Jean l'ont rappelé, on parle ici de plusieurs échelles emboîtées, et de définir ces périmètres en fonction de leur pertinence, bien sûr. Et puis d'explorer les relations entre espaces portuaires et entre les systèmes productifs de la métropole dans son ensemble. Le second séminaire nous a permis d'approfondir justement un peu ces questions et aussi d'apporter un regard un peu rétrospectif sur l'histoire des ports de Strasbourg, l'histoire du port et des ports, et comment Strasbourg et ses ports justement se sont lancés dans une sorte de danse et de jeu de pas de deux, se déplaçant successivement au cours des époques, et à quelles échelles justement ils se sont mis en action et se sont mis en relation, avec, in fine, un port qui, de petit port urbain, est devenu aujourd'hui un port régional avec 4 sites du port autonome de Strasbourg en Alsace, avec Strasbourg étant une très grande étape du tourisme rhénan, et puis aussi l'endroit où se croise le réseau des canaux Fraissinet, des canaux toujours discrets mais toujours opérationnels. Le troisième séminaire, dernier, s'est focalisé sur les échanges et sur les réseaux, donc sur les infrastructures qui permettent ces échanges. De quoi sont-ils faits? Sont-ils opérationnels? Sont-ils intégrés? Comment sont-ils mis en relation? Et sur la nature des échanges, avec cette approche donc dite métabolique, qui est un peu nouvelle, qui a été aussi assez vite limitée par le fait qu'aussi on s'est rendu compte que finalement on sait peu de choses sur ce qui est transporté dans les ports. On sait combien de containers y passent, mais on sait très peu de choses sur ce qu'il y a dans les containers finalement. Donc cette approche métabolique a été un peu esquissée, mais elle sera peut-être à approfondir, on l'espère, dans un autre programme de recherche. L'étape suivante, ça a été d'investir aussi, de faire participer nos étudiants, puisque nous sommes pas seulement chercheurs, mais aussi enseignants. Ici, vous voyez une des images du workshop qu'on a appelé la charrette étudiante, donc dirigée par mon collègue Bruno Stener à l'INSA de Strasbourg, dans laquelle justement les étudiants ont posé en fait les bases d'un premier travail cartographique. Et finalement, ont jeté un peu les bases de cet atlas de la métropole fluviale et portuaire que vous tenez entre vos mains. Ces cartes qui ont été réalisées à ce moment-là nous ont aussi assez vite interpellés pour une raison évidente, c'est qu'elles étaient cyclopéennes. C'est-à-dire qu'on avait des cartes, un ensemble de cartes qui nous parlaient de la métropole transfrontalière, mais avec un côté de métropole. L'autre, pourquoi? Parce que les données côté allemand, en fait, n'étaient jamais raccord avec les données côté français. C'était pas les mêmes données, c'était pas les mêmes natures de données, c'était pas les mêmes représentations. Donc, ça nous a déjà interrogé sur cette question-là, et ça nous a amené en fait à lancer un petit projet parallèle qui a très vite porté ses fruits, qui était le projet de Carto District, notez le cas du Carto, qui est un projet transfrontalier et bilingue, qui a été mené essentiellement par notre collègue Benoît Ribon du laboratoire LIV, sous le parrainage de Jean-Alain Hérault, et qui visait justement à faire un premier pas de recherche cartographique des deux côtés, en prenant le territoire de l'Eurodistrict Strasbourg-Ortonau comme base, et qui n'était pas là ciblé sur la question portuaire, mais ciblé sur ces outils, c'est-à-dire essayer de développer des outils cartographiques de mise en relation et d'harmonisation entre les deux côtés du Rhin. Ce Carto District, il nous a beaucoup servi, et il nous a donc servi aussi finalement à faire avancer notre recherche et à l'ouvrir sur l'autre côté, sur le côté est du Rhin. Alors le premier travail de production a été fait grâce au programme PUCA, donc au programme POPSU, en collaboration avec les éditions Autrement, Flammarion. Et ça a été l'apparition de ce premier cahier de la ville-port à la métropole fluviale, un portulant pour Strasbourg, qui est donc paru en plein confinement. Donc malheureusement, nous n'avons pas eu l'occasion de fêter sa parution, mais nous la fêtons aujourd'hui, et avec pour mérite qu'il a déjà finalement eu le temps de tourner un petit peu. Et je vais vous présenter un petit peu son contenu, vous en résumez le contenu, puisque vous aurez tout le temps de le lire. D'abord, il permettait de faire un petit peu un repérage. Donc, il y avait un travail, évidemment, un travail descriptif. Qu'est-ce que c'est que le port de Strasbourg, le deuxième port fluvial de France, la première zone d'activité du Grand Est, près de 1000 hectares, 8% de la surface communale, donc c'est des chiffres qui impressionnent. 10 km de berge rhénane, c'est un chiffre aussi un peu moins connu, mais le port de Strasbourg, c'est les 2 tiers du front rhénan de la ville de Strasbourg.
Et c'est également 100 km de voies ferrées. C'est pas seulement un grand port industriel, c'est aussi un très grand port touristique, avec 220 000 croisiéristes, 800 000 visiteurs sur les bateaux-mouches, de nombreux visiteurs sur les réseaux en petit gabarit également, et tout de même 12 000 passages d'écluses par an. Donc on a vu dès le départ que trois dimensions, finalement trois prismes de lecture pouvaient se porter sur la métropole fluviale et portuaire. La question portuaire stricto sensu, c'est-à-dire qu'est-ce qui se déplace et sur quel réseau. La question fluviale d'une manière plus générale, c'est-à-dire toutes les circulations qu'il y a sur tout l'ensemble, et puis la question hydrographique d'une manière générale, comment fonctionne tout ce réseau qui n'est pas seulement portuaire, dans le sens où il n'est pas seulement fonctionnel, c'est aussi de l'eau qui passe, qui arrive, qui traverse, qui s'infiltre, qui déborde parfois. Il y a aussi des risques naturels à Strasbourg, ou qui des fois étant à l'inverse en étiage, et tout un réseau extrêmement complexe et très finement régulé. C'est quelque chose aussi qui nous a assez fascinés. En second lieu, ce cahier Popsus s'intéresse aussi un peu à l'histoire du port et de la métropole et à leurs enjeux, à leurs impasses et un peu au pas de deux qu'ont fait port et métropole, où finalement à chaque fois que la ville a embrassé le port s'est senti un peu à l'étroit et s'est déplacé d'abord vers les canaux puis vers le Rhin, et où on est arrivé finalement à une alternance de moments de fusion, des moments de rupture et puis des moments de bifurcation, avec aujourd'hui une situation où le port est finalement un peu au bout de ses possibilités d'extension et est allé chercher ses ramifications à l'échelle régionale. Alors quels sont aujourd'hui ces enjeux et ces impasses? Quels sont les défis pour demain? On peut dire qu'il y a toujours et encore le défi de l'accessibilité. Il y a un réel risque d'étouffement du port, en particulier sous l'angle routier, bien sûr, avec tous les dilemmes que cela inclut. Il y a un défi du foncier. Le foncier, il est fini. La terre est finie, mais le foncier du port l'est également. Et il est rare. Il y a le défi hydrologique. Allons-nous voir des périodes d'étiage plus fréquentes, plus longues, et comment allons-nous développer une résilience face à ces périodes d'étiage, éventuellement en utilisant aussi les atouts du port que sont par exemple la trimodalité. Le défi énergétique et industriel, tout le monde parle de transition, mais de transition vers quoi? Et à quel rythme et avec qui? Un défi touristique aussi, en particulier sur la question de l'accueil fluvial. Strasbourg attire du monde, attire beaucoup de monde, mais où ce monde doit-il justement s'arrimer? Et enfin, le défi de la gouvernance. Le port est-il en train de se redimensionner? Est-il en train de redimensionner la métropole? Et comment port et métropole peuvent regarder ensemble cette question de la gouvernance? Alors ce redimensionnement, il se fait à plusieurs niveaux. Il se fait au niveau industriel avec une logistique multiscalaire, on l'a vu. Le port, c'est l'accès à la métropole, c'est l'accès au département, c'est l'accès à l'Alsace, à la Moselle également. Et puis c'est le lien évidemment vers le couloir rhénan, vers la mer du Nord et l'Europe ferroviaire. Et une articulation qui est pas toujours facile entre les ambitions internationales de Strasbourg et les logiques régionales et puis des contraintes locales qui sont aussi liées au cadre de vie. Autre question sur ces dimensions, faut-il redimensionner le réseau historique, ce réseau de canaux fraicinés qui est relativement peu sollicité, en tout cas en termes logistiques et industriels? Va-t-on vers un repositionnement régional du port? Autre question d'actualité, les écologies portuaires, et je parle au pluriel de plusieurs formes d'écologie, nous amènent-elles vers une économie circulaire, par exemple? Peut-on ancrer l'économie métropolitaine à son territoire via le port? Et avec des tissus touristiques où on voit dans cette magnifique image là qui montre le port industriel, mais dans ce tissu-là, il y a également des usages touristiques, des usages récréatifs. Il y a des habitants, de plus en plus d'habitants, et tous ces intérêts, toutes ces activités se croisent justement dans cet espace-là. Et on voit que le tourisme, on l'a vu, est une dimension essentielle de la métropole, mais pose également des questions. Peut-on imaginer par exemple une synergie entre croisières, plaisance et visites touristiques? Peut-on créer un maillage territorial qui allierait le tourisme fluvial et des activités récréatives plus locales? Quel serait l'intérêt des Strasbourgeois dans ces activités touristiques? Pourrait-on rencontrer les activités portuaires davantage dans toute la métropole, davantage et partout via différentes relations entre la ville et les ports? Un port finalement qui marque les paysages de l'eau, qui rassemble des territoires, des paysages qu'on voit évidemment en bateau, en péniche, mais aussi en vélo, en kayak, à pied.
et où on voit que cette métropole, elle est dessinée par l'eau depuis son origine et que l'eau pourrait justement devenir un peu le levier de gouvernance, peut-être, le levier de synergie à l'échelle d'une métropole élargie. Et enfin, notre petit cahier pose aussi la question des modes opératoires de la métropole, puisque c'était une des questions, je dirais une des questions classiques du programme POPSU, puis là, c'est comment sont gouvernées les métropoles. Alors, loin de nous l'ambition de décrire la gouvernance à l'échelle portuaire et métropolitaine, une question éminemment complexe, mais ce qui nous a quand même interrogé, ce que nous avons relevé, c'est cette capacité qu'ont les ports et la métropole, justement, à opérer non pas par gouvernance top-down ou par gouvernance, si on peut dire, centralisée, mais plutôt par des successions de transactions. Donc, ce que nous avons imaginé ou nommé la métropole transactionnelle, cette capacité finalement qu'ont les ports comme la métropole à avancer par projet, à ne pas se laisser enfermer dans un périmètre, mais à questionner les périmètres et à changer finalement de périmètre de regard et d'action en fonction du projet et non pas en fonction de cadres toujours préétablis. Cette souplesse, donc cette élasticité qui pourrait justement caractériser un peu port et métropole et faire qu'ils s'inspirent mutuellement. Aussi, chose qui inspirante évidemment, c'est que cette identité fluviale, elle est sous-jacente, elle est peu connue, c'est ce que nous ont dit beaucoup des témoins que nous avons interrogés, et pourtant elle est là, cette identité, et elle pourrait être plus affirmée à la fois symboliquement, esthétiquement aussi. On a vu les ports de Strasbourg ont travaillé aussi sur la visibilité, leur visibilité dans l'espace portuaire, mais on pourrait aussi même imaginer affirmer une identité fluviale plus forte et plus écologique. Alors en parallèle à cet ouvrage donc très synthétique, nous avons donc travaillé patiemment, et en particulier mon collègue Lionel Debuc, qui est là-bas en régie, sur cet atlas de la métropole portuaire, qui présente donc une succession de cartes organisées en 4 thématiques. 4 thématiques, donc la thématique territoire, la thématique industrie et logistique, thématique cadre de vie et enfin la question des acteurs de la gouvernance portuaire. Chacune de ces thématiques, elle est illustrée en plusieurs cartes selon les échelles de pertinence, donc des échelles soit à l'emprise portuaire, soit à l'échelle métropolitaine, soit à l'échelle du bassin de vie. Et chaque carte, vous allez le voir, est accompagnée d'un petit commentaire explicatif de notre part. Également du citation. Les citations sont issues des entretiens que nous avons menés avec les acteurs de la vie portuaire. Notez également que cet atlas est lui aussi bilingue. Le texte est traduit en fin de l'atlas en allemand. Les légendes sont également en allemand et en français. Donc là, on a justement bénéficié de cette ouverture, c'est l'ouverture du deuxième œil sur la partie allemande de notre territoire. Je vais conclure donc sur ce travail d'entretien pour le présenter très rapidement. Donc nous avons fait un travail assez lent, assez patient d'entretien qui durait chacun environ 1 heure. Donc nous nous sommes donc retrouvés avec une mine d'informations d'environ une vingtaine d'heures. Certaines des personnes ici représentées sont dans la salle. Je vous remercie chaleureusement d'avoir participé à ces entretiens. Et ça a donné lieu à un recueil d'informations extrêmement riche, extrêmement varié. Sur des visions un peu kaléidoscopiques qui nous revenaient finalement d'institutions à la fois culturelles, d'acteurs industriels, d'acteurs institutionnels, associatifs, sur ces grands thèmes. Donc, nous avions défini ces thèmes industrie, logistique, cadre de vie, environnement et tourisme. Alors, ces entretiens, plutôt que de les livrer bruts, nous avons souhaité les faire dialoguer. Et donc, nous avons travaillé sur le montage de 4 films qui sont présentés sur l'écran qui est dans le couloir, mais qui sont également aujourd'hui, depuis ce week-end, visibles sur la chaîne YouTube du programme PUCA. Si vous cherchez Portulance Strasbourg, POPSU, vous trouverez ces 4 films thématiques qui sont en fait des montages, des mises en dialogue de tous ces entretiens, un travail de montage réalisé par nos techniciens et scripté, scénarisé par mon collègue Bruno et moi-même. Et donc ces films sont également visibles ici au PAS. Voilà, en conclusion de cette très courte présentation, je voudrais faire quand même une petite tournée de remerciements. Je sais que c'est toujours fastidieux, mais comme ça, on n'aura pas à la faire à la fin. Je voudrais d'abord remercier l'Eurométropole et le programme POPSU, avec qui on a eu un dialogue toujours très exigeant, qui nous ont toujours demandé d'aller plus loin, de creuser nos positions, de les argumenter, qui nous ont donné aussi les moyens et la souplesse pour avancer, pour définir peu à peu nos outils de recherche. Qui nous ont donné les moyens aussi de réaliser ces publications, de réaliser ces films, de diffuser, donc qui nous ont finalement poussé aussi à communiquer notre travail et pas seulement à le garder entre chercheurs et à le sortir dans un programme de recherche, dans un rapport de recherche qui aurait certainement fini dans un placard. Donc non, vous avez exigé de nous que nous communiquions et nous vous en remercions. Je voudrais dire un grand merci aussi aux chevilles ouvrières qui ont été nos doctorants et nos assistants de recherche tout au long de ces 4 ans, en particulier Lionel Debus, Benoît Ribon, Elias Rouinsol,
qui sont partis vers d'autres horizons. Merci également aux professionnels donc, qui ont permis la diffusion de nos travaux, aux éditions Flammarion, autrement, à Big Bog Productions qui a assuré le montage de tous ces entretiens et la technique aujourd'hui de cette retransmission. Et puis pour finir, je voudrais remercier tous les acteurs de la vie portuaire qui ont répondu présent à nos séminaires, qui ont répondu présent à nos invitations à témoigner et qui sont, je figure aujourd'hui dans une interview. Merci chaleureusement à tous. Notre journée donc va donner la parole, donner la parole aux acteurs de la vie portuaire, donner la parole aux invités qui nous viennent de Bruxelles, de Paris et de Tours en visioconférence cet après-midi. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je précise simplement que du fait que nous avons un emploi du temps très rempli, nous allons devoir, j'espère que je n'ai pas trop, non, je suis à l'heure. Nous ne pourrons pas avoir des échanges avec la salle autant que nous le voudrions, mais par contre, il y aura des pauses. Il y a une pause déjeuner à laquelle vous êtes tous invités, donc je vous incite évidemment à utiliser ces pauses pour prolonger les discussions qui vont avoir lieu ici sur ces tables rondes.